Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a moins de 24 heures, plusieurs attaques terroristes frappaient le Burkina, d'abord dans le Sahel et puis le plein cœur de la capitale. Ce matin, le président du Faso a convoqué un conseil des ministres extraordinaire auquel tous les chefs militaires ont été conviés, de même que le président de l'Assemblée nationale. À Kossiam, l'attaque terroriste a été condamnée avec la dernière énergie, même condamnation venant de plusieurs chefs d'État africains. Sur le plan national, la classe politique n'est pas en reste. Aux familles des victimes et aux blessés, elle dit tout son soutien et toute sa compassion. C'est le même message porté par les membres du gouvernement. Ils se sont rendus au chevet des blessés évacués dans des centres hospitaliers de la capitale. Selon le Premier ministre, l'attaque de Ouagadougou a fait 26 morts et 56 blessés. Mais avant, le président du Faso a fait une déclaration ce jour même à Kossiam. Nous écoutons le message de Roch Marc-Christian Kaboré. Peuple de Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens. Hier, 15 janvier 2016, pour la première fois de son histoire, notre pays a été victime d'une série d'attaques terroristes, barbares, ignobles, d'une ampleur sans précédent et d'une lâcheté inouïe. D'abord, dans l'après-midi, dans le secteur du Nabao, dans la province de l'Oudala, un convoi officiel de la gendarmerie nationale a été attaqué, faisant 2 morts et 2 blessés, dont un dans un état critique. Ensuite, dans la soirée à Ouagadougou, à l'hôtel Splendide, à l'hôtel Yibi et au café Cappuccino, une attaque armée suivie d'une prise d'otage a occasionné, selon un bilan provisoire, 28 morts, une cinquantaine de blessés civils, 4 blessés parmi les forces de défense et de sécurité, dont un militaire français, 2 policiers militaires burkinabés. 3 terroristes tués pour le moment, le ratissage étant toujours en cours. 156 otages libérés. Enfin, toujours dans la nuit du 15 au 16 janvier, le docteur Kenneth Arthur Elliott et son épouse Jocelyne, de nationalité australienne, installés à Guibo depuis 1972 et responsables de la clinique Elliott dans cette localité, ont été enlevés. Une alerte générale a été donnée aux forces de défense et de sécurité dans la zone pour les retrouver et capturer les auteurs de cet enlèvement. Au nom du peuple burkinabé, du gouvernement, à mon nom personnel, j'adresse mes condoléances aux familles éplorées victimes de ces actes terroristes. Tous mes vœux de prompt rétablissement accompagnent les personnes blessées. Je tiens à saluer
le professionnalisme et la solidarité entre les forces de défense et de sécurité burkinabè et les forces spéciales françaises et américaines qui ont permis de lancer et de conduire avec succès l'offensive contre ces terroristes. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, cet acte criminel d'une rare barbarie perpétrée contre d'innocentes personnes et que l'organisation criminelle d'Al-Qaïda au Maghreb islamique vient de revendiquer vise à déstabiliser notre pays et ses institutions républicaines et à saper les efforts de construction d'une nation démocratique, paisible et prospère. Or, c'est pour reconquérir, préserver et consolider ces valeurs de démocratie, d'état de droit, de justice, de liberté et de progrès que notre peuple insurgé s'est battu depuis les 30 et 31 octobre 2014 et lors du coup d'État du 16 et 17 septembre 2015 jusqu'au succès des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, marquant le retour à une vie constitutionnelle normale au Burkina Faso. Aujourd'hui encore, face à ces terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter la riposte appropriée afin de les mettre hors d'état de nuire. Ma conviction établie que dans l'unité et la cohésion nationale, nous sortirons victorieux de cette guerre qu'ils imposent à notre peuple ainsi qu'à tous les autres peuples du monde épris de paix et de liberté. D'ores et déjà, le gouvernement a reçu les instructions pour prendre les mesures qu'exigent les circonstances en vue de renforcer la sécurité de nos institutions, de nos lieux sensibles et publics, ainsi que celle de nos frontières et des entrées de nos grandes villes. Nous devons les mettre en œuvre dans la rigueur et la discipline, parce que désormais, la lutte antiterroriste fait partie de notre quotidien. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, lors de mon discours d'investiture le 29 décembre dernier, je rappelais notamment, je cite, « Au moment où j'accède à la plus haute charge de l'État, la situation sécuritaire dans le monde en général et dans la sous-région ouest africaine en particulier est préoccupante en raison de l'ampleur des menaces et actions terroristes. C'est pourquoi nous devons mutualiser nos moyens de défense, nos informations entre nos pays et de concert avec tous les autres pays qui luttent contre le terrorisme dans le monde pour présenter un front uni contre ces fléaux qui menacent l'existence même de nos États. » Fin de citation. Devant ce lourd bilan humain que ces forces du mal ont infligé à notre peuple et à ses amis d'autres pays en visite au Burkina Faso, la nation burkinabè reste sous le choc. Aussi, ai-je décidé qu'à compter du dimanche 17 janvier 2016, un deuil national de 3 jours sera observé sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires du Burkina Faso à l'étranger. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, en ces moments difficiles pour la nation, je vous invite à rester déterminés, parce que notre engagement commun pour un Burkina démocratique et prospère est plus fort que jamais. Aussi voudrais-je inviter les populations à la vigilance et à la franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer toute personne ou toute situation suspecte dans les meilleurs délais. Unis et déterminés contre le terrorisme et contre toutes les forces du mal dirigées contre notre pays, le peuple burkinabè restera toujours victorieux. Vive le peuple burkinabè, vive la solidarité nationale et internationale. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.
Voilà donc pour le message du président du Faso à la nation suite aux attaques perpétrées sur le territoire burkinabé. Le président du Faso l'a annoncé. Je vais lire pour vous ce décret. Vu la Constitution, le président du Faso, président du Conseil des ministres, décrète, article 1, un deuil national de 72 heures allant du dimanche 17 janvier 2016 à 0 heure au mardi 19 janvier 2016 à 24 heures est observé sur toute l'étendue du territoire national à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste du 15 janvier 2016. Article 2. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Le chef de l'État a donc convoqué un conseil des ministres extraordinaire auquel tous les chefs militaires ont été conviés, de même que le président de l'Assemblée nationale. À Kosiam, les attaques ont été condamnées avec la dernière énergie. Plusieurs décisions et mesures ont été prises au cours de ce conseil des ministres. Le point avec Paouadrogo, Jean Zongo et Ernest Kambiré. 26 morts, dont 3 assaillants, 56 blessés enregistrés et 156 otages libérés par les forces de défense et de sécurité burkinabè, appuyés par des militaires français et américains. Le bilan provisoire de l'attaque terroriste survenue hier à Ouagadougou, au restaurant Capuchino et à l'hôtel Splendide avenue Kwame Nkrumah est sans équivoque. Un bilan très lourd dressé par l'exécutif burkinabè qui s'est réuni d'urgence ce matin au palais de Kosiam autour du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Un conseil extraordinaire des ministres élargi aux différents chefs militaires, avec à leur tête le chef d'état-major général des armées et le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. D'importantes décisions et mesures ont été prises par le Conseil extraordinaire des ministres qui a tenu d'abord à condamner avec la dernière énergie la série d'attaques terroristes qui a frappé le Faso du nord au centre. C'est grave. Dans les heures qui viennent, un deuil national de 112 heures sera annoncé. Le chef de l'État, le président du Faso, a dépêché les délégations ministérielles dans les hôpitaux pour aller prendre, s'enquérir de l'état de santé des blessés et manifester également la solidarité de la nation vis-à-vis des personnes donc, qui ont été meurtries dans leur chair par ces attaques terroristes. D'autres mesures d'ordre sécuritaire seront très bientôt rendues publiques, a indiqué le premier ministre-chef du gouvernement, Paul Kabatiba, qui appelle les populations burkinabè à une lutte patriotique. Face à ce défi, le chef de l'État, le président du Faso, a lancé un appel à la résistance. Il a lancé un appel au combat. Il a lancé un appel à la détermination du peuple, à la détermination de la jeunesse. Il a lancé un appel à la solidarité nationale. C'est là, il a également salué le courage des forces de défense et de sécurité. Sur le profil des assaillants, le chef du gouvernement a été un peu plus clair. Selon les informations dont nous disposons, il y aurait eu effectivement des femmes effectivement parmi les assaillants. Mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de donner plus de précisions sur les identités et sur le nombre exact. Les forces de sécurité et de défense sont en ce moment toujours en train de faire un travail de ratissage. Lorsque nous disposerons de plus d'informations sur cela, nous vous les communiquerons. Outre la capitale burkinabè, les assaillants ont aussi attaqué hier un convoi officiel à Tinakov dans le Sahel burkinabè et enlevé un couple de médecins australiens dans la province du Sénou dont on est sans nouvelles. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cette série d'attaques terroristes qui a frappé le Faso. Le ministre Clément Ouagadougou se trouvait à l'hôtel Splendide lors de l'attaque. Il a été pris en otage toute la nuit au 4e étage où il participait à une réunion sur des questions humanitaires. À la sortie de ce conseil des ministres, il raconte. C'était horrible, hein? C'était difficile. J'y étais dans les environs de 19h30 pour une réunion avec des amis avec lesquels nous étions en train de mettre en place une association à but humanitaire. Et nous étions au 4e étage dans une salle de réunion quand les coups de feu ont commencé.
C'était, à un moment donné, les tirs étaient intensifs, des tirs à l'arme lourde, hein, et des tirs vraiment nourris. Et on peut aussi dire que c'était un peu de plusieurs côtés. Et donc, on pensait peut-être à autre chose, on ne pensait pas à une agression, une attaque terroriste. Quand les choses se sont précisées, nous avons compris qu'en fait, c'est notre hôtel, l'hôtel Splendide, qui était pris à sac par des assaillants. Évidemment, la peur a monté encore d'un cran, puisque ces gens-là, ils ne font généralement pas de cadeaux, ils quittent tous ceux qu'ils trouveront à l'intérieur. Et donc, vraiment, l'horreur était à son comble. Ce n'est qu'à un moment donné, d'ailleurs, je précise, ils sont venus tirer dans notre salle là, blessant 3 personnes. Mais après, ils ne sont pas revenus. Comme nous étions au 4e étage, bon, je pense que le fait d'être au 4e étage nous a aidé peut-être nous a sauvés, parce qu'après cette première visite, ils ne sont pas revenus. Jusqu'à ce que dans les environs de 2 h du matin, la sécurité avec les Français, les Américains et la sécurité burkinabé soit venue donc nous exfiltrer et qu'elle ait organisé notre retour dans nos familles. La responsable du département en charge de la solidarité nationale appelle à un élan de solidarité. Les familles des victimes et les blessés en ont grand besoin. Nous l'écoutons. Ce que je peux vous dire, c'est que la situation est sous contrôle et nous voulons rassurer tous les Burkinabés à ne pas céder à la panique et de rester toujours forts comme nous l'avons été lors des événements précédents. Et nous pensons que Dieu veille sur le Burkina Faso et nous souhaitons bon courage aux blessés, toutes nos condoléances aux familles éplorées et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà, ces ministres étaient interrogés par Pawan Drogo, Jean Zongo et Ernest Kambiré. Je vous le disais tantôt, plusieurs chefs d'État ont condamné les attaques dont le Burkina a été victime ce 15 janvier. Par appel téléphonique ou par courrier au président du Faso, tous se disent solidaires à la lutte contre le terrorisme. La synthèse dans ce commentaire signé de Salidoussa. Suite à l'attaque djihadiste qui a endeuillé toute une nation, les soutiens et la sympathie des pays frères et amis du Burkina Faso ne se sont pas fait attendre. À travers une lettre adressée à son homologue burkinabé, le président Alpha Condé a présenté les condoléances du peuple guinéen au Burkina Faso. Tout en condamnant ces actes terroristes, Alpha Condé appelle les États de la sous-région à une large concertation pour prévenir de tels agissements contraires aux valeurs africaines. Et dans cette douloureuse épreuve que traverse le peuple burkinabé, le président du Faso a également reçu des appels de ses collègues du Niger, du Togo, du Mali, de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et du ministre des Affaires étrangères d'Espagne. Le président de la commission de la CEDEAO s'inscrit aussi dans cette dynamique. Kadri Désiré Ouédraogo assure le peuple du Burkina Faso de sa totale solidarité et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Toutes ces personnalités ont traduit au chef de l'État la compassion et la solidarité des gouvernements et de leur peuple, au gouvernement et au peuple burkinabé. Et la classe politique nationale n'est pas restée insensible. L'ADF-RDA exprime sa compassion aux victimes, tout comme l'UPC. Ces partis politiques s'inscrivent dans un élan de solidarité pour barrer la route au terrorisme qui vient de frapper durement le pays. Roger Kam, Maxime Zongo. Le sens de la visite s'inscrit dans le sens de la solidarité et de la compassion vis-à-vis de nos compatriotes qui ont été touchés dans leur chair et leur peau par ce tragique, horrible et lâche attentat des djihadistes contre notre pays. Et on tenait à venir réconforter les blessés ici et leur souhaiter un prompt rétablissement. Mais en même temps, on garde une pensée très émue pour les familles éplorées. Il y a eu malheureusement de nombreux morts et nous présentons à toutes ces familles nos sincères condoléances en souhaitant que la grâce de Dieu puisse leur permettre de surmonter l'épreuve et reçoivent donc ces décès dans son paradis. Et c'est toujours l'occasion pour nous de renouveler
notre soutien et nos encouragements aux forces de défense et de sécurité qui ont vraiment fait un travail extraordinaire dans des conditions très difficiles que l'on connaît tous. Aux premières heures des événements dramatiques qu'a connus notre pays, le président de l'ADF-RDA, Maître Gilbert Noël Ouédraogo, a envoyé un message sur Twitter pour exprimer sa consternation. Je m'inscris dans la même ligne pour parler de la stupéfaction que nous avons ressentie lorsque s'est passé ces attaques djihadistes. L'ADF-RDA, par ma voix, exprime sa consternation, exprime sa solidarité totale avec les victimes de ces attaques djihadistes et prie pour la guérison des blessés. Et également par ma voix, l'ADF-RDA voudrait appeler à l'union sacrée de tous les fils et filles du Burkina Faso afin que nous travaillions main dans la main en oubliant nos égos, en oubliant nos oppositions, en oubliant nos rancœurs et en ne voyant que l'avenir du Burkina Faso, en voyant ce que l'État doit être et ce que notre pays doit être. Et puis, le premier vice-président du MPP a fait une déclaration au nom donc, du Mouvement pour le Peuple et le Progrès que je m'en vais vous lire in extenso. Le Burkina Faso a été l'objet de ce vendredi 15 janvier 2016 d'une série de violentes attaques perpétrées par des terroristes. Ces attaques sont déroulées à In-Abao, près de Gorom-Gorom à Djibo, enlèvement d'un couple d'expatriés, et à Ouagadougou causant des pertes en vie humaine et de nombreux blessés. Le Mouvement du Peuple pour le Progrès présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et s'incline sur la mémoire des victimes lâchement assassinées. Aux blessés, il leur souhaite un prompt rétablissement. Le MPP condamne avec la dernière énergie ces attaques barbares des djihadistes qui visent à déstabiliser notre pays qui vient de renouer brillamment avec une vie constitutionnelle normale. L'objectif de ces attaques est de stopper la démocratie renaissante au Burkina Faso et d'entraver la marche radieuse de notre peuple vers son développement. Ces attaques ne seraient-elles pas faites sur commande des connexions entre le Moudjao et l'ancien régime dans le but d'installer le chaos dans notre pays après l'échec du coup d'État du 16 septembre 2015. Le MPP invite notre peuple et particulièrement sa jeunesse à rester vigilante pour barrer la route au clan Compaoré et à ses tentacules, qu'ils soient putschistes ou djihadistes. En ces moments difficiles, le MPP tient à apporter son soutien entier aux autorités burkinabè. Le MPP invite le gouvernement à réorganiser la sécurité intérieure et extérieure sans délai. Il adresse ses vives félicitations aux forces de défense et de sécurité patriotiques pour leur professionnalisme et leur bravoure et les invite à redoubler d'efforts pour démasquer et traquer tous les ennemis de notre pays. Le MPP invite également les forces démocratiques et progressistes à faire barrage à toutes les forces rétrogrades et à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Notre peuple ne fléchira jamais, quelles que soient les attaques et d'où qu'elles viennent. Le peuple uni et déterminé ne sera jamais vaincu. Le MPP réitère son soutien indéfectible au président Roch-Marc Christian Kaboré et à son gouvernement dans ce combat pour la démocratie et la liberté. Et puis sachez aussi que la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso relative aux attaques terroristes au Burkina Faso a donc fait une déclaration. La fédération donc dénonce ces attaques barbares et odieuses contre les civils des forces de défense et de sécurité, causant plusieurs morts et des blessés, et en aucun cas ne s'inscrit dans cette logique. Tout est parti aux alentours de 19h30 sur l'avenue Kwame Nkrumah, très fréquentée en cette soirée de vendredi. Le café-restaurant Cappuccino puis l'hôtel Splendide sont pris par des hommes armés. Ils mettent à feu les véhicules devant l'hôtel avant de prendre en otage ceux qui sont à l'intérieur. Retour sur cette sanglante soirée avec Jacques Lamissa Tarpada. Il est 19h sur Kwame Nkrumah ce vendredi, la célèbre avenue de Ouagadougou. Des véhicules sont en feu tout au fond, à l'entrée de l'hôtel Splendide. Quelques instants plus tard, l'on entend des crépitements de balles. Vous entendez le bruit? Il s'agit d'une attaque terroriste. Plus d'une centaine de personnes sont en otage à l'intérieur du bâtiment de 4 étages.
Les forces de l'ordre et de défense bouclent le secteur pour tenter de les libérer. Les premiers secours sont sur place. Cet homme à terre est certainement un blessé, mais il est interdit de filmer. Des habitants de la ville assistent à la scène. Ils sont très remontés. La prise d'otages va durer toute la nuit. Oui, et l'assaut est finalement lancé au petit matin. Les premiers otages sont libérés, les blessés évacués à l'hôpital. Le récit de l'assaut final avec Frédéric Etienne Bassenga. Ils avancent en rang serré pour l'assaut final. Il est 7h30. La scène est filmée depuis les locaux de la SONAGES. Soudain, les premiers coups de feu retentissent et deviennent de plus en plus nourris. Dans cette salle obscure, un officier nous empêche de sortir. Le risque devient considérable. Sur cette image prise de loin, on peut apercevoir les blindés positionnés devant le Cappuccino face à l'hôtel Splendide. Il est en ce moment possible de filmer depuis la devanture du ministère de la Fonction publique. Les secours profitent également pour évacuer les rescapés avec tous les risques, comme ce gendarme qui évite de payer une balle djihadiste. Des rescapés abattus, plongés dans le désarroi, la mort dans l'âme. À la fin de l'assaut, le spectacle est désolant. La façade de l'hôtel est noircie par les flammes. Devant l'établissement, une dizaine de voitures calcinées. Et de l'avenue Kwame Nkrumah où l'assaut était tout juste terminé, le président a eu des mots forts pour condamner l'attaque. Il n'a pas manqué de saluer le courage des Burkinabés et de compatir à la douleur des blessés et des parents de victimes. Le peuple burkinabé a chèrement conquis sa liberté pour se laisser, en tout cas je dirais, divertir par des actions de terroristes. Parce que le terrorisme n'est pas prospéré dans notre pays. C'est pourquoi nous devons engager aussi bien nos forces de sécurité. Nous devons engager aussi bien nos populations sur tout ce qui peut constater d'anormal, de pouvoir effectivement les signaler pour que les dispositions d'urgence puissent être prises. Nous sommes dans la zone sahélienne. Je l'avais déjà dit dans mon discours que nous ne sommes pas en dehors de cette situation et que par conséquent, il est important qu'avec nos pays voisins, nous puissions mutualiser nos moyens d'information, nous puissions mutualiser également nos moyens militaires pour lutter fermement contre ce fléau-là. Nous devons également montrer que le Burkina Faso a une longue histoire et nous n'avons pas plié les Chines devant quoi que ce soit et ça ne sera pas aujourd'hui que cela va commencer. Pourquoi j'aimerais en tout cas profiter de l'opportunité également pour saluer nos forces de défense et de sécurité, pour saluer tous les médecins, la Croix-Rouge et toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette action et saluer la coopération militaire que nous avons eue, que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Américains, qui ont permis aujourd'hui d'avoir une situation de visibilité un peu plus claire. Le bilan n'est pas encore exhaustif. Nous le ferons lorsque toutes les maisons, toute la situation sera sous contrôle. Mais vous conviendrez avec moi que c'est une grande première pour le Burkina Faso en termes de tristesse.
Des propos recueillis ce matin par Issaka Fando et Godefroy Bazier. Nous recevons à présent sur ce plateau le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Bonsoir, Monsieur Rémi Dandjinou. Bonsoir, Peggy. Vous êtes là pour nous parler de la couverture médiatique de cette attaque. Hier, des éléments de police sont entrés dans ce studio pour nous amener à arrêter notre édition spéciale. Votre réaction en tant que ministre de la Communication? Je pense que lorsque dans une situation quelle qu'elle soit, des médias sont empêchés de faire leur travail, il y a un problème. À ce niveau-là, je pense qu'il nous faut comprendre que on peut avoir des griefs sur le travail de la télévision nationale, mais je pense aussi qu'il y a des voies et moyens, des formules à mettre en œuvre pour qu'effectivement ces griefs-là soient portés et qu'on n'ait pas l'impression à un moment donné que les travailleurs de la télévision nationale ne font pas leur boulot. Il y a des choses à dire et certainement à critiquer sur ce qui est fait à la télévision, mais je ne pense pas que cette attitude et cette façon de faire-là soit la meilleure. Et nous l'avons donc hier avec le ministre Alpha Bari dit de vive voix aux autorités militaires. Et ma présence sur ce plateau, c'est vraiment pour expliquer aux téléspectateurs qu'il n'y a pas eu un refus de la télévision de couvrir les événements. Elle a été simplement dans une situation où elle ne pouvait pas le faire. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je pense que sur la couverture, il y a des choses à reprocher aux médias de façon générale. Et je prendrai un exemple simple, c'est qu'on a vu le ministre Clément Savadogo et un certain nombre de médias ont dit que le ministre Savadogo était dans l'hôtel. Imaginons un seul instant qu'il y ait un terroriste qui fasse donc la veille télévisuelle au niveau donc de l'hôtel. Il aurait donc forcément recherché le ministre parce que tuer un ministre dans des situations comme ça, c'est encore un fait de guerre pour ces personnes-là. Donc je pense que les médias ont également un certain nombre de fautes à se reprocher dans cette couverture-là et il nous faut travailler à les corriger. Mais ça ne peut pas justifier que des hommes armés rentrent dans un studio pour empêcher des journalistes de faire leur travail. Tout à fait, Monsieur le ministre. Donc, il nous a été reproché le fait de dévoiler des stratégies de positionnement de certaines forces de sécurité, mais aussi de dévoiler des informations, ces informations même qui sont reprises par des chaînes étrangères où un ministre est intervenu justement. Est-ce qu'il ne pouvait pas simplement nous demander d'arrêter de citer des noms ou de diffuser les images, mais pas carrément d'arrêter de diffuser notre plateau spécial? Non, je suis d'accord avec vous. Encore que je ferai la part des choses de façon très claire. Pour moi, en fait, il y a un vrai problème dans l'attitude de ce qui s'est passé. Après, les forces armées, je pense qu'il faut qu'on ait également un regard critique en tant que journaliste. Vous savez, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a ce genre d'action-là, la presse veut être le plus près possible. Et effectivement, les forces armées mettent des périmètres. On n'a pas, dans tous les cas, aux États-Unis comme en France, vu la presse pouvoir filmer aussi près qu'on l'a vu les assauts. Vous savez, moi j'ai vu, pas sur la télévision, mais sur des télévisions privées, quasiment des caméras qui étaient à l'intérieur des véhicules de transport des troupes. C'est pas normal. Il y a quand même un minimum de sécurité qu'on doit donner à nos forces armées lorsqu'elles interviennent. Dans les autres pays, effectivement, il y a un périmètre qui est fait. Peut-être qu'il y a des choses à aménager là-bas. Maintenant, l'autre aspect que vous posez, c'est un aspect qui est un aspect important, c'est la mondialisation de l'information. À moins de couper les satellites, de retirer tous les téléphones portables, d'empêcher les gens de filmer, aujourd'hui l'information n'est pas seulement dans le cadre de la télévision nationale. Donc autant permettre aux travailleurs de faire leur travail en respectant un code de déontologie, un code d'éthique qui satisfasse tout le monde, mais ce qui est dit sur France 24 est dit également sur BF1, est dit sur Canal 3, est dit sur Omega, etc. Donc, qui ont émis d'ailleurs toute la nuit jusqu'au petit matin. Donc on a l'impression effectivement qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Et surtout qu'il y a un acharnement sur la télévision nationale du Burkina, parce que justement le public, les téléspectateurs sur Internet, les réseaux sociaux nous ont vraiment dit, voilà, manque de professionnalisme, manque on n'a rien à dire, une chaîne nationale, alors que, je me rappelle, j'étais là aux 20h, on faisait partie des premiers qui ont annoncé justement en direct cette attaque qui se passait au niveau de Kwame Nkrumah. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez peut-être à répondre à ces personnes-là qui doutent peut-être de notre professionnalisme, puisqu'on ne nous laisse pas faire notre travail?
Non, je vais d'abord corriger. Il n'y a pas un manque d'acharnement, je ne crois pas. Je pense que les situations... Vous savez, on est dans une situation où il y a des enchaînements à tous les niveaux qui font que parfois, il y a un emballement et qui fait que des actes sont posés, parfois de façon précipitée, autant par les journalistes que parfois par ceux qui sont en charge de la sécurité. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un acharnement. Maintenant, je dis, les travailleurs de la télévision nationale ont quand même connu une période relativement difficile sous l'Ancien Régime. Et nous devons accepter aujourd'hui de leur donner les moyens de faire ce travail-là. Et faire ce travail, c'est leur donner également les capacités, comme tous les autres l'ont, de traiter l'information. Donc il n'y a pas d'acharnement. Je ne crois pas. Il y a simplement de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes que nous cultivons, que nous devons perdre. Également au niveau de la télévision nationale. Parce que je crois personnellement que même une fois que cela a été fait, je pense qu'on aurait pu corriger différemment la chose pour que ça soit toujours plus attrayant et qu'un certain nombre d'éléments de programme devaient être plus collés à notre réalité, qui était une réalité de situation de crise, que pour moi diffuser des telenovelas ou d'autres éléments. Mais je pense qu'il faut également que la télévision nationale s'adapte à cette réalité-là, mais il faut également que les gens donnent le moyen à la télévision de travailler à toute égalité. Et voilà. Et surtout que les agents ne soient pas terrorisés à la vue d'armes à chaque fois, parce que souvenez-vous, la télévision a été saccagée en 2014. Quel engagement le gouvernement prend, justement le nouveau gouvernement, auprès de ce public, donc pour justement une autre gouvernance des médias, notamment des médias publics? Si le président Roch Marc Christian Kaboré a fait confiance à une personne qui n'est pas issue de l'habituelle nomination des ministres de la communication, c'est parce qu'il pense également qu'il y a une vision que j'ai ou que le gouvernement a sur lesquelles je peux m'inscrire. Moi, mon objectif, véritablement, c'est de permettre à la télévision nationale d'être une télévision qui soit à égalité de chance avec les autres médias. Et quand je dis égalité de chance, je le dis également dans les différentes faveurs qu'on peut donner à une télévision parce qu'elle est privée ou publique. Je pense aujourd'hui qu'il n'y aura pas de priorité à l'information à la télévision nationale, mais je pense également qu'il faut lui donner les moyens pour qu'elle soit compétitive avec les autres. Et dans ce cadre-là, il faut que l'atmosphère de travail change totalement. Il faut que les journalistes soient effectivement libres des pesanteurs administratifs et politiques. Il faut que les journalistes puissent exercer pleinement leur métier afin qu'effectivement les Burkinabés se disent on a une télévision nationale, parce que c'est une télévision qui est financée par des deniers publics, on a droit à avoir une information qui soit juste, équilibrée et équitable. Il n'est pas normal que pour avoir des informations, on soit obligé d'aller voir des télévisions étrangères. Il n'est pas normal qu'on considère que la télévision nationale, notamment pour les Burkinabés de l'étranger, pose problème parce que dans un cas d'espèce, les Burkinabés de l'étranger sont totalement défavorisés. Très peu de télévisions nationales couvrent les Burkinabés de l'étranger alors qu'ils sont quasiment 8 à 10 millions hors de notre territoire. Donc il faut trouver des solutions pour qu'effectivement cette information-là soit à équidistance, soit professionnelle et que les travailleurs puissent le faire sans pression. Et je pense que le gouvernement va s'y atteler pour qu'effectivement, comme le président Christian Marc Kaboré l'a dit, il y a des changements à faire, ils seront peut-être durs, ils seront drastiques, mais au final, on aura une qualité de la gouvernance, tant au niveau des médias qu'au niveau même de la gestion de l'information qui soit à la hauteur de nos attentes. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau justement pour lever certaines équivoques sur la couverture médiatique de cette attaque sur la télévision nationale. Nous poursuivons ce journal avec les victimes qui ont eu la vie sauve, qui n'arrivent toujours pas à croire à l'horreur qu'ils viennent de vivre. Ils se sont tout de même exprimés comme pour se soulager. Issa Kafando et Viviane Tiendrebeogo nous livrent ici quelques témoignages bouleversants. Les plus chanceux ont pu être libérés dans la nuit du vendredi 15 janvier dans le feu de l'action. Nous, on a eu la chance, il y avait un peu d'eau à côté dans un bidon. On a juste mouillé, vous pouvez même voir. J'ai mouillé mon sous-corps. Voilà. J'ai mouillé mon sous-corps pour respirer. Ceux qui ont dû attendre le matin ont été libérés exténués. Dès que tu soulevais la tête, on t'abattait directement. Donc il fallait faire semblant seulement d'être morte. Et on venait même à nous toucher par les pieds pour voir si quelqu'un est vivant ou pas. Dès que tu es vivant, on te tire dessus. La présence des pompes funèbres rappelle que pour le moment, 26 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Sur le terrain, cette arrestation, après la sécurisation de tout l'espace, commence l'enquête. Voilà, et puis le ministère de la Santé communique qu'une prise en charge psychologique au centre des jeunes du secteur 15 est possible.
C'est situé derrière l'alimentation Marina Market à la Padoua. Le numéro de téléphone 71 32 08 92. Je reprends pour vous le numéro de téléphone donc pour la prise en charge psychologique 71 32 08 92 98. Entre émotion et désolation, les habitants de la ville de Ouagadougou disent avoir vécu des heures atroces. Voici quelques réactions recueillies pour nous par Paul-David Bambara et Nathalie Sawadogo. Il faut vraiment qu'on prenne des mesures, qu'on sécurise les hôtels. Parce que ce qui s'est passé au Mali, vraiment je crois que ça devait tirer la sonnette d'alarme par rapport à nos hôtels et vraiment nos lieux publics. Même en France, vous avez vu ce qui s'est passé. Je serais incapable d'affirmer qu'il y a eu des failles. Ce n'est pas exclu qu'il y en ait eu quand même, c'est vrai. Écoutez, je connais ce pays depuis 40 ans. On espérait que ça n'arrive jamais. C'est une situation déplorable, simplement déplorable. Vraiment, on ne sait pas, après avoir traversé des moments vraiment difficiles, on croyait que c'était la calmie, qu'on allait pouvoir organiser le développement. Et voilà que des gens viennent nous jouer ce tour-là, c'est déplorable. Les djihadistes sont dans la région. Voilà, donc on ne peut pas échapper. Il fallait s'y attendre, c'est vrai. Et je crois que les autorités aussi étaient assez préparées. Mais bon, c'est des ennemis invisibles et vraiment difficiles à définir. Donc ils sont difficiles à combattre. Je pense qu'on doit prier Dieu pour que ça change. C'est tout. Très dépassé même. En tout cas, à travers ce qu'on a vu au Mali, et vraiment on ne pensait pas que cette horreur-là allait se reproduire au Burkina Faso. Nous on était à Banfora et vraiment tout le monde était concerné. Vraiment c'est inimaginable. On ne pouvait pas penser que sur le sol burkinabé on pouvait avoir ce genre de trucs-là. On parle de djihadistes. Bon, c'est là qui se réclament en fait de groupes islamiques. On ne sait pas qu'est-ce que leur idéologie là même par rapport à notre sœur burkina, on ne sait pas. On ne comprend pas. Ça c'est déplorable. Voilà. Ça veut dire que les Occidentaux, on pouvait comprendre. Mais le Burkina, qu'est-ce que le Burkina a fait? On a parlé de la France parce que la France a eu à faire des bombardements en fait contre l'État islamique. Mais concrètement, qu'est-ce que le Burkina a fait? Cette attaque perpétrée par des individus a, selon le Premier ministre, fait 26 morts et 56 blessés. Le gouvernement s'est rendu au chevet des victimes évacuées à l'hôpital de Tengandoro. Le point avec Ibrahim Sombier et Abdelaziz Yaguibo. La compassion après l'horreur. Au chevet des blessés de la folle soirée de vendredi admis à l'hôpital Blaise Compaoré, des émissaires du gouvernement expriment la solidarité de la nation tout entière. Hier, quand nous avons appris la triste nouvelle que nous venions d'être frappés en plein cœur par les terroristes, nous avons tous à l'unisson, main dans la main, comme un seul homme, on s'est dit, le Burkina ne tombera pas, nous serons toujours debout. Après le conseil de ministres extraordinaire que nous avons tenu ce matin, le président a encore insisté et nous a mandaté pour venir soutenir le personnel de santé, le personnel de la sécurité et de la défense, les malades qui sont accueillis ici. Mais je voudrais aussi dire que nous avons eu une pensée très forte pour nos frères et sœurs qui sont tombés hier. L'hôpital Blaise Compaoré a enregistré à ce jour 29 blessés, essentiellement pour avoir inhalé le gaz carbonique. De sources sanitaires, le pronostic vital des patients admis à ce centre hospitalier n'est pas engagé. Nous avons reçu d'abord 2 blessés qui venaient du nord, après cette attaque qui a eu lieu au nord. Et ces 2 blessés étaient des blessés par balle. Ils ont tous les 2 été opérés. En dehors de ces 2 blessés qui venaient du nord, au total, 27 autres qui ont été pris en charge ici. Parmi ces 27 autres, vous avez 21 personnes qui étaient des gens qui avaient inhalé du gaz carbonique à cause des incendies et aussi qui avaient un choc psychologique. Ces patients ont été rapidement pris en charge et ils ont été réorientés
à l'aide de notre car vers Yalgado. En dehors de ces patients, vous avez d'autres qui sont encore pris en charge ici. Ils sont au nombre de 4. Il y a eu 2 premiers qui sont arrivés et qui avaient des plaies par balle, surtout au niveau des membres et du thorax, qui ont été pris en charge, dont les vies ne sont plus en danger. Et vous avez 2 autres qui étaient de corps habillés et qui avaient des plaies au niveau du membre supérieur qui ont été pris en charge. Et le personnel soignant d'indiquer que tout a été mis en œuvre pour une prise en charge meilleure et gratuite des patients. Les membres du gouvernement se sont également rendus aux côtés des blessés de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Cette fois, le point, c'est avec Nongba Kouda et Nathalie Sawadoro. Une délégation du gouvernement conduite par le secrétaire d'État auprès du ministre en charge de la solidarité nationale au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. La délégation dit être venue s'enquérir de l'état de santé des blessés, mais aussi leur traduire la compassion du gouvernement. Nous avons été mandatés pour venir témoigner de la compassion du gouvernement, la compassion, le soutien vraiment de l'ensemble du gouvernement à ces blessés, à toutes ces personnes qui sont éprouvées dans leur chair, pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes de cœur avec eux et nous prions en tout cas que le Seigneur les rétablisse rapidement dans leur santé. L'hôpital Yalgado Ouedraogo a enregistré 28 blessés, dont un dans une situation grave. On a reçu 28 patients, dont 4 ont été pris au bloc hier, 3 ont été pris au bloc ce matin, il y a 3 qui sont en salle, il y a un patient vraiment grave qui est en unité de réanimation. Et on attend que son état général s'améliore pour le prendre au bloc. Bon, les autres, on a pu les prendre, ils sont vivants. Je pense qu'on va surveiller l'évolution, puisque ce sont des plaies par balle. C'est des plaies qui peuvent s'infecter, on va les surveiller. Et il y en a qu'on a fait un premier parage qu'on doit opérer après. Selon le secrétaire d'État, le gouvernement compte prendre en charge tous les blessés gratuitement. Et le ministre de la Santé communique sur la prise en charge psychologique au centre des jeunes du secteur 15, 6 à la Padoua, derrière l'alimentation Marina Market. Numéro de téléphone 71 32 08 98, 71 32 08 98. Dans la nuit du 15 au 16 janvier, le docteur Elliot Kenneth Arthur et Jocelyne, sa femme, ont été enlevés à Djibo, présent depuis 1972 dans la région pour des actions humanitaires. Le couple australien s'était beaucoup investi dans la santé et l'action sociale. L'enlèvement n'a pas été revendiqué, mais les forces de sécurité sont mises à profit pour les retrouver. Toujours dans la région du Sahel et dans l'après-midi du 15 janvier, un véhicule de la gendarmerie de Tinakov a été victime d'une embuscade dans le village d'Inabao. Les assaillants se seraient enfuis vers la frontière du Mali. Le constat, Alexis Ouedraogo, Joseph Bambara. Les véhicules et ce corps calciné traduisent la violence de l'attaque dont ont été victimes les 9 occupants. Selon l'un des rescapés de cette attaque, ils étaient 4 membres de la mairie de Tinakov, avec à leur tête le président de la délégation spéciale, escorté par 5 gendarmes. Ils revenaient d'une attribution de boutique au marché d'Inabao, village situé à une quarantaine de kilomètres de Tinakov, lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade. Selon l'un des témoins oculaires, les assaillants, embusqués dans ces touffes d'herbe, auraient utilisé un engin explosif au passage du véhicule, dont voici le dispositif. Puis, ils auraient tiré à la Kalachnikov sur le réservoir avant de tirer à la roquette sur le véhicule. Roquette dont l'emballage est encore visible sur les lieux. Nos hommes de sécurité, les gendarmes qui étaient là, ont ouvert eux aussi le feu. Voilà, donc, ils ripostaient. Et à un certain moment, ils ont lancé quelque chose qui s'est explosé à quelques mètres de nous. Après plus d'une heure de combat, le bilan est lourd. 2 morts, dont un gendarme et 2 gendarmes blessés. Il y a 2 qui étaient gravement touchés. Donc un même là, avant même qu'on ne décale, c'est-à-dire que lui, il ne vivait même plus. Puisqu'il est tombé du côté même où les tirs venaient. Voilà. Et si vous êtes allé, c'est lui qui est resté calciné en bas du véhicule. Les blessés auraient été évacués à 22 h à bord d'un hélicoptère français vers l'hôpital Blaise Compaoré. Les assaillants, des inconnus au nombre de 6 selon les témoins, se seraient enfuis à moto vers la frontière du Mali, située à 2 km, en traversant le fleuve Béli.
À présent, le compte-rendu du Conseil extraordinaire des ministres du 16 janvier 2016. Le Conseil des ministres s'est réuni en séance extraordinaire le samedi 16 janvier 2016 de 9h30 à 11h30 sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres. Cette session avait à son ordre du jour les attaques terroristes du 15 janvier 2016 qui ont visé un convoi officiel à Inabao, dans la province de Ludalan, et les deux lieux publics à Ouagadougou, notamment le splendide hôtel et le café-restaurant Cappuccino situé sur l'avenue Kwame Nkrumah. Avant l'examen de l'ordre du jour, le Conseil a observé 1 minute de silence en la mémoire des victimes de ces attaques. Abordant l'ordre du jour, le président du Faso a indiqué que ces attaques ont pour but de perturber la paix civile, la liberté et la démocratie si chèrement reconquises par notre peuple. Il a par ailleurs fait au Conseil le point des opérations en cours et ressorti le bilan provisoire de 150 otages libérés, 56 personnes blessées et qui ont été évacuées dans des formations sanitaires, 28 personnes décédées, dont un gendarme et un civil à Inabao. Puis il a insisté sur la nécessité pour notre peuple de rester soudé dans l'adversité et de ne pas se laisser intimider par des actes d'une barbarie jamais vécue dans notre pays. Le Conseil félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme dans leur détermination qui ont permis de neutraliser les forces du mal. Le Conseil présente ses condoléances les plus attristées au peuple burkinabé, aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Après évaluation de la situation, le Conseil a pris les mesures suivantes. L'instauration d'un deuil national de 72 heures, la création d'un comité interministériel pour formuler les propositions transversales en matière de sécurité au plan stratégique à moyen terme, l'opérationnalisation urgente de l'Agence nationale de renseignement, le renforcement des contrôles pour assurer la sécurisation des frontières et des villes, le renforcement des mesures de sécurité dans les hôtels, la décision d'amener le couvre-feu de 23h à 6h du matin, la prise en charge gratuite des blessés, la réactivation de la police de proximité. Et c'est fait à Ouagadougou le 16 janvier 2016 et c'est signé du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Et puis, le quotidien de tous les Burkinabés Sidoya a initié pour ses lecteurs une édition spéciale sur les attaques du vendredi nuit. Dans ce numéro, vous y trouverez, entre autres, le bilan des attaques, l'état des victimes évacuées dans les formations sanitaires, un album photo du théâtre des opérations et bien d'autres témoignages. Votre numéro spécial s'appelle Attaque terroriste et sera disponible ce dimanche 18 janvier au prix de 200 francs CFA. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.